Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Oui, monsieur, joyeuse fête d'avance, monsieur Fun. Hey, merci, bienvenue. Ça faisait une éternité qu'on t'avait pas vu en studio. Oui, une éternité. Ça fait plaisir de rencontrer Pierre. Enfin, il a parti le thème d'intro à temps quand je suis là. C'est la première fois, je pense. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Ben, ça fait, il était mélangé, mettons. Je sais pas ce qui est arrivé, mais quand tu menais, on était tous les deux Bouche mélangés. Ouais, mélangé. Puis Pierre, aujourd'hui, j'ai dit hier, prépare-toi, s'il te plaît. Il s'est préparé. Puis quand il est préparé, Pierre, il est vraiment hot. Après moi, il est hot pas mal tout le temps. Là. Oh, hey, JF, je vais prendre 2 minutes au nom des auditeurs. On sait que tu as passé un moment très difficile avec la perte de ton père. Ah oui. Fait que, au nom de tous les auditeurs du Sim, nos sympathies. Mais merci beaucoup. En fait, mon père, c'est lui qui m'a initié au monde de la lutte professionnelle quand j'étais tout petit avec la cassette, pas WrestleMania, mais Hulkamania, volume 1, donc qu'on a loué au Club Vidéo Fantastique. Et grâce à cette vidéocassette, grâce à l'accompagnement de mon père avec la lutte professionnelle, je suis devenu un fan de lutte. Là, on parle de lutte, mais il m'a accompagné dans plusieurs sphères de ma vie. Tout un homme que tout le monde a gagné à connaître. Donc, repose en paix, mon cher père, je m'ennuie beaucoup de toi. Ce que j'ai réalisé quand c'est arrivé, c'est que je te connais, moi, depuis... écoute, on a commencé à travailler ensemble. Quelle année, tu dirais? On en a parlé, donc, des années 90. Ouais, puis je t'ai vu la première fois quand j'ai acheté un jus pour ton gars. Exact. Ouais, mais Cédric. dans toutes ces années-là, j'ai vu ton père à quelques reprises, puis le souvenir que j'ai, c'est au tournoi de volleyball au parc Jarry dans le temps. Oui. C'est le souvenir de ta mère et ton père parce que j'étais tellement baveux avec toi à la télé. J'étais un petit peu nerveux de les rencontrer. Ouais, t'avais peur de mon père. Donc, mon père qui est quand même, qui avait une carrure quand même respectable. Une pièce d'homme. Puis, je m'en rappelle, le lendemain, tu m'avais dit, je pensais carrément qu'il venait pour me casser la gueule. Ouais, donc, c'est ça. Mais c'était pas son genre. Vraiment, il était très heureux de t'avoir vu. On est à l'épisode 88 déjà. Oui, messieurs, le 21 novembre. Il reste un mois avant Noël. Ça passe super vite. C'est incroyable. 88. Oui, puis 88 épisodes. C'est ça que ça t'a pris avant de parler de lutte féminine. What the fuck? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a pris du temps, me semble. Là. C'est un gros sujet dans la lutte professionnelle, les femmes, la place des femmes dans la lutte, parce que la place des femmes est très importante. C'est toi qui as choisi tout. Non, monsieur! Non, là, t'es baveux, Marc, là. Non, sérieux, ouais.
88, c'est beaucoup. Faut dire que, comme tu as dit tantôt, avant qu'on entre en onde, entre guillemets, moi, dans mon temps, ma carrière, la lutte féminine, là, c'était. T'sais, à part Sherry Martel, il y avait Moolah, puis Luna, puis tout ça, mais c'était pas. C'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est deux mondes complètement différents. Oui, les lutteuses étaient très, 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 très bonnes à ce moment-là, mais maintenant, les lutteuses, du moins depuis le premier WrestleMania. Donc, on va mettre une barre à ce moment-là. Il y a eu avant et après le premier WrestleMania. Ah, mais JF, même 5-6 ans après le premier WrestleMania, c'était pas... Tu peux pas comparer avec aujourd'hui. Non, mais c'est en plein ça qu'est-ce que je veux dire. C'est-à-dire, dans les premiers WrestleMania, la lutte féminine n'était vraiment pas de l'avant. Là. Mais moi, je mets une barre avec WrestleMania par qu'est-ce qui se produisait avant ce premier gros show-là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se produisait dans la lutte féminine. Je n'ai pas les archives avec moi. Donc, c'est sûr et certain que si on compare avec 1985 jusqu'aux années 90, il ne se passait pas grand-chose si on compare avec ce qui se passe aujourd'hui. Là. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même spectaculaire, la lutte. Même la semaine passée, il y a 2 semaines pour nos auditeurs, Saraya est revenue à la All Elite Wrestling. Elle a eu le feu vert pour lutter de la part de ses médecins. Puis c'est quelque chose qui m'a fait vraiment vibrer. Là. J'ai eu la chair de poule. Parce que j'avais... Oh que oui! Parce que j'avais hâte de la revoir. C'est ça maintenant, la lutte féminine. Là. On a hâte de voir les lutteuses autant qu'on a hâte de voir les lutteurs. Moi, être franc avec toi, je suis pas comme ça. Non? Non. Mais après, oui. Exemple, quand on est allé faire Bound for Glory, oui. Il y avait la carte de Bound for Glory, c'était quasiment 50-50. Combat de femmes, combat d'hommes. Et sur le coup, j'ai fait comme « Ah, ouais! » Mais à la fin de la soirée, j'étais super content, puis j'avais adoré. Mais j'étais encore un peu dinosaure. Voici la danse des dinosaures. Est-ce que tu es prêt? Bouge tes fesses et claque tes dents. Gauche, droite, clac, clac, clac. Tape du pied et roar. Tape, tape, roar. Okay. Mais je suis facile à être convaincu. What the fuck? Oui, puis par contre, les histoires s'en viennent de mieux en mieux pour la division féminine. Mais selon moi, les scripteurs se concentrent plus sur la division masculine, donnent de meilleures histoires, parce qu'il y en a des excellentes dans la division féminine, mais pour toutes les lutteuses, puis tu vas voir, tu vas accrocher encore plus. Là. Je te regarde, là, tu sais. Ouais. Je te dis que t'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Moi, c'est sûr, mon homme. Je pense que je vais y aller parce que j'ai une pratique au forum. Ah oui? Une pratique de placier? C'est ça, moi. Ah non? OK, explique. Non, je trouvais... ma blonde, elle m'écrit des affaires qu'elle entend des fois, puis elle dit « Tu devrais dire ça. » OK. Là, je trouve ça bon. OK, c'est un pari, là, comme un pari TikTok. C'est-à-dire, il y a plusieurs... Les joueurs de hockey, principalement, se font dire par d'autres, par des coéquipiers, OK, dis ça en entrevue. Puis ils sont obligés de dire ça en entrevue. Donc, ta blonde est obligée à dire ça, donc tu l'as dit. OK. C'est bon. On a vécu un beau moment. Oui, c'était très, très bon. Nos invités cette semaine, on a Pat Laprade, ton jumeau, que vous ne vous ressemblez pas du tout. Je le sais. Par contre, en parenthèse, hier, ma mère m'a dit... j'ai pas entendu dire... Que t'étais pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Ah, ça, elle me le dit souvent. Mais par contre, elle m'a dit, je trouve que vous vous ressemblez, toi puis Pat Laprade. Physiquement, je veux dire. J'ai dit, OK, bon, ben, une autre. Toi, t'as-tu juste un veston? Les habits Saint-Eustache, évidemment, à 2 pas de l'église. Non, mais il est... puis j'en ai aucun karaté, en plus. C'est ça qui est bizarre. Chose certaine, Pat a suivi beaucoup la lutte féminine. Ben oui. Il a voyagé beaucoup, il va nous en parler. On a également Lufisto. J'étais
Pierre, il me dit, Marc, on va-tu couper dans l'entrevue de Lufisto? Écoute, moi, j'ai trouvé ça que c'était du bonbon. On a un 30 minutes d'entrevue avec Geneviève. On va avoir Jordan Grace aussi, qui est la championne actuelle knockout de Impact. Oui. Et lorsque j'ai eu terminé l'entrevue avec Lufisto, je lui ai demandé si elle la connaissait. Elle dit, ben oui, ça a été ma partenaire pendant 3 ans. C'est une amie. Fait que c'est drôle, pareil, qu'on a 2 lutteuses. Une américaine qui vient de Austin, Texas. Une qui vient de Sorel, Québec. Et les deux se connaissent très bien. Fait que Oui. c'est un addon. Bien, Lufisto, qu'est-ce qu'on sait pas? Bien, parce qu'elle est proche de nous. C'est une Québécoise. C'est On la vrai. prend pour acquis. Oui, t'as raison. C'est carrément ça parce que c'est une star mondiale, Lufisto. Ouais, On ouais. l'oublie fréquemment parce qu'elle est accessible. On veut y parler à Geneviève, on y parle, puis c'est vraiment, vraiment agréable d'y parler qu'on oublie qu'on parle à une méga star. Elle, c'est une légende et non une self-proclaimed legend. Oh yeah! Ah, ben oui, mais c'est vraiment une légende, Lufisto. Parce que si on s'informe autre qu'au Québec, on voit là, qu'elle a une grande carrière. Puis justement, je pense qu'elle va en parler. Ben oui. Après la pause, on écoute donc notre premier invité, Pat Laprade, sur cet épisode 88 sur la lutte féminine. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau pour Noël? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. L'invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, devient de plus en plus un régulier. C'est mon ami Pat Laprade. Salut, Pat. Salut, salut. Ça va bien? Toujours. Écoute, ça fait longtemps que je voulais faire un épisode sur la lutte féminine. Et je sais que, tout comme ton ami collègue, mon ami collègue Bertrand Hébert, toi, tu as voyagé beaucoup pour aller voir de la lutte féminine. C'est quelque chose que tu connais parce que tu me parles souvent, entre autres, de Shimmer. Oui, ben en fait, moi, j'ai été introduit à la lutte féminine ici au Québec pour la première fois, une organisation de lutte féminine. C'est Kim Leduc, en fait. Si on remonte un petit peu, là, en 2000, j'ai le goût de te dire 2007, qu'elle a débuté la toute première organisation de lutte féminine au Québec, qui était l'association, qui était l'ALF, donc l'Association de lutte féminine. Elle a débuté ça, bon, c'était elle la propriétaire, mais la première équipe qu'elle a eue, c'est elle, Lufisto, Sweet Cherry et moi. Donc, on a été la première équipe là, pour mettre en place là, le premier show et les premiers shows. Moi, à un moment donné, j'ai quitté. Et puis, mais j'ai toujours été un fan du produit. Je trouvais qu'il y avait quelque chose là. Donc, en 2007, on a comme réalisé qu'il y avait des lutteuses d'ailleurs pas d'ailleurs, mais je veux dire, ailleurs qu'à Montréal. Il y avait du talent à Jonquière, entre autres. Il y avait 4-5 bonnes lutteuses à Jonquière. Il y avait du talent à Sorel qu'on voyait jamais, jamais, jamais à Montréal. Et que la ALF permettait de donner une fenêtre à ces filles-là. Parce que, bon, à ce moment-là, la lutte féminine, tu sais, ça tournait autour de Lufisto, un petit peu autour de Sweet Cherry, puis c'était pas mal ça. C'était dur de trouver des adversaires pour elle. C'est pour ça qu'elle luttait si souvent contre des hommes. Et puis, j'ai vraiment aimé qu'on puisse donner une chance à ces filles-là qui avaient beaucoup de talent. Puis par la suite, ben, la ALF a arrêté. C'est Femme Fatale qui a débuté à l'automne 2009. Et puis, tout de suite, j'ai voulu m'impliquer également. Donc, je suis avec Femme Fatale dans différents rôles. Mais je suis impliqué depuis les tout débuts. Au début, je faisais juste des entrevues backstage, mais j'ai été impliqué. Puis bon, ben, Stéphane Bruyère, qui était le booker de Femme Fatale, que tu connais. Ça fait avec... longtemps que je ne l'ai pas vu, lui, Stéphane. Ben oui, ben oui. Depuis, je ne fais plus de croisière. Ben oui, parce qu'il est aussi agent de voyage. Hein. C'est l'agent de voyage des lutteurs et des lutteuses au Québec. Et puis... lui, avec Lufisto, avait commencé à aller à Shimmer parce que Lufisto commençait à se faire booker là-bas. Et puis, ils m'ont embarqué là-dedans. Et puis, je me rappellerai toujours, le premier week-end où j'y étais, c'était le dernier week-end de Saraya Knight, qui a été page pendant longtemps à la WWE.
et qui est redevenue Saraya maintenant avec le All Elite Wrestling. Et puis, c'était son dernier week-end et elle faisait une rivalité avec sa mère, qui était, en fait, t'avais la fille contre la mère. Saraya Knight, c'était la mère, et elle luttait contre sa fille. Et puis, j'ai tellement été impressionné par son talent d'actrice surtout, que je me suis dit, cette fille-là, c'est sûr qu'elle va connaître du succès, peu importe où elle va aller. Et là, ben, je voyais aussi du talent de partout dans le monde. Tu sais, tu avais les cheerleaders Melissa, tu avais les Mercedes Martinez, tu avais des filles que j'entendais parler depuis des années. Certaines étaient venues à Montréal une fois ou deux dans le cadre de Femme Fatale. Et ben, j'ai commencé à m'impliquer. Vu qu'on était avec Femme Fatale, on avait certains privilèges, mais moi, j'essayais toujours de donner un petit coup de main. Tu sais, souvent, le sonneur de cloche, là, c'était un poste là, que il y avait personne qui avait ce titre-là comme tel. Bon, ben moi, j'allais là, puis j'aidais, je regardais le show, je sonnais la cloche. Ça me coûte quoi de sonner la cloche, tu comprends? Il me permettait de vendre mes livres. Donc, quand j'ai commencé à avoir mes livres. Fait que, tu sais, ça me permettait aussi de vendre des livres parce qu'il était écrit en anglais également. Puis, les DVD de Femme Fatale se vendaient bien. Fait qu'on vendait les DVD aussi. Je m'occupais un peu de ça. Tu sais, je touchais un peu à tout, mais surtout, je me faisais beaucoup de contacts dans le milieu de la lutte féminine également. Donc, quand mon rôle a changé un peu avec Femme Fatale, ben j'étais, tu sais, toutes les filles me connaissaient déjà, tu sais, à cause de Shimmer. Quand j'ai pris Femme Fatale en charge dans les dernières années avec Michael Bisson, ben encore là, toutes les filles, tu sais, me connaissaient de l'ancien Femme Fatale. Puis ben tu le vois, tu sais, quand je vois, mettons, vous voir, toi puis JF avec Impact, la majorité du roster que je connais vient du côté féminin parce que ça fait des années que je les côtoie sur le circuit indépendant, évidemment avec Shimmer, mais à un moment donné, tu finis par rencontrer ce monde-là dans d'autres promotions, dans des conventions, des trucs comme ça. C'est toujours un produit qui m'a intéressé, que je trouve cool, que je trouve différent. Tu sais, ça a été la révolution que la WWE essaie de nous vendre ou l'évolution qu'elle essaie de s'approprier depuis plusieurs années. Ben, cette révolution-là, elle a commencé sur les Indies, puis elle a commencé avec Shimmer. Tu sais, Shimmer donnait la chance aux filles de lutter pour vrai et de ne pas juste être un objet sexuel ou de ne pas juste être dans un 5 contre 5 pendant 2 minutes à la télé. Tu sais. Il donnait une vraie chance. Puis, ben, je pense que je trouvais qu'il y avait du talent à découvrir. Puis maintenant que les gens sont au courant de ça plus de jamais, mais je continue à croire qu'il y a beaucoup de talent féminin à découvrir là, dans le monde de la lutte. Moi, dans les années 80, j'ai commencé, fin des années 80, quand il y avait un combat féminin, mettons, au forum, là, avec la WWE, je te dis que c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ah, ben non, puis t'as raison. Écoute, premièrement, je sais pas si tu sais, Marc, mais la lutte féminine, quand toi, t'es arrivé là, à la fin des années 80, ça venait d'être régularisé au Québec. Parce que pendant des années 40 à 1985, je crois, la lutte féminine n'était pas permise par la Commission athlétique de Montréal. Tu me niaises. Non, monsieur! Ben non. Puis c'était de même pas juste ici, c'était de même dans plusieurs provinces canadiennes et dans plusieurs États américains. L'État de New York a banni la lutte féminine des années 30 à 1972, si je ne me trompe pas. C'est spécial, ça? Le Québec a été l'une des dernières provinces ou l'un des derniers États à permettre la lutte féminine. On était en retard sur la courbe là, à ce niveau-là. Puis quand tu fais des recherches là-dessus, puis tu lis les commentaires de certains politiciens, là, ils trouvaient ça disgracieux que deux filles se battent. Je me rappelle, j'avais lu quelque chose, un avait écrit, est-ce que vous verriez votre mère ou votre sœur se donner dans une telle disgrâce? Tu fais comme, ben voyons donc. Incroyable. Ah non, puis c'était le pro-maire de l'époque de Jean Drapeau, Claude Provost, qui était un fan de lutte, que Gino Brito avait parlé. Il a dit, voyons, il dit, la WWF commence à pousser certaines filles, tu sais, les Wendy Richter, tu rappelles-toi, Wendy Richter, on essayait d'en faire la Hulk Hogan féminin, puis
Là, Gino, il a dit, tu sais, il dit, on voudrait pouvoir avoir ces personnes-là sur nos shows aussi. Puis là, c'est lui qui a fait des pressions auprès de la commission athlétique pour que ça soit légalisé. Mais c'est pour ça que dans les années 70, Marc, Viviane Vachon, la sœur de Maurice et de Paul, ben, elle pouvait lutter dans les shows réguliers, les shows hebdomadaires à l'Auditorium de Verdun, mais pas au Forum, parce que l'Auditorium Verdun ne faisait pas partie de Montréal à l'époque. Donc, la commission athlétique n'avait pas de pouvoir Mainmise. sur Verdun, n'avait pas mainmise sur Verdun, mais sur le Forum. Alors, elle faisait les shows hebdomadaires, mais elle ne pouvait jamais lutter au Forum. Elle a lutté au Forum dans les années, en 86, dans la tournée de retraite de Maurice. C'est là que je pense que Viviane lutte pour la première fois à Montréal, soit au Centre Paul-Sauvé ou soit au Forum. Donc, non, ça a été... c'est un des œils au beurre noir de l'histoire de la lutte féminine. Et si je peux te poser une dernière question sur le sujet, que penses-tu du intergender? J'ai de la misère en français, tu dis quoi? Combat mixte. Ah, combat OK. mixte. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, moi, je suis très à l'aise avec ça. Je veux dire, Moi aussi, il faut voir la lutte. Bon, OK. Il faut voir la lutte pour ce qu'elle est. C'est du théâtre. C'est du théâtre extrême, c'est du théâtre sportif, mais ça demeure du théâtre. Je veux dire, les personnes ne se battent pas pour vrai. Est-ce que je serais à l'aise de voir un combat d'MMA entre un gars et une femme ou ce qui se tape ou un combat de boxe? Je ne le sais pas. Là, pour moi, la différence, c'est pas la même chose. Là, c'est une performance théâtrale et athlétique. C'est pas différent pour moi de Wonder Woman ou de Batgirl qui se bat contre un homme dans un film de super-héros. Ce sont des super-héros, les lutteurs. Donc, il faut arrêter de voir ça comme si c'était un homme qui battait une femme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Surtout qu'à un moment donné, il arrive toujours un point dans la carrière d'une lutteuse, peu importe la ville ou l'État ou la province dans laquelle elle lutte, où si elle veut continuer à s'améliorer, il faut qu'elle lutte plus souvent et contre meilleur qu'elle. Et malheureusement, en nombre, c'est pas un commentaire sexiste, là, c'est en nombre, c'est des faits, il y a plus d'hommes que de femmes qui luttent. Donc, à un moment donné, si tu es dans une même promotion ou une même province, puis il y a 12 filles qui luttent contre 50 hommes, bien, tu as fait le tour plus rapidement des 11 autres avec qui tu peux lutter. Puis à un moment donné, si c'est toi la meilleure, ben, tu n'apprendras rien de plus à lutter contre les 11 autres. Donc, la seule façon qui te reste de t'améliorer, c'est de sortir du territoire où tu es, ce qui n'est pas toujours évident, s'il y a des coups, puis bon, c'est pas de même que tu vas, tu le fais nécessairement dans les premières années, ou bien lutter contre des hommes qui sont peut-être un peu plus avancés, qui vont avoir aussi un gabarit différent, donc ça va te permettre de lutter d'une autre façon. Donc, tu vas apprendre différemment, mais tu vas continuer à apprendre puis à t'améliorer. Puis ça, c'est quand il y en a 11 filles. Des fois, il n'y en a pas autant. Là. S'il y en a juste 2, 3, là, si tu veux juste lutter souvent, tu n'as pas le choix à un moment donné de lutter contre un homme. Puis toutes les femmes sur la scène indépendante qui ont fini par lutter contre des hommes, c'est ça l'histoire derrière. Ça a été l'histoire de Lufisto qui a été la première ici à faire ça au Québec, mais ça a été l'histoire par la suite de centaines de filles à travers l'Amérique du Nord. Donc, moi, j'ai aucun problème. La majorité des gars n'ont pas de problème avec ça non plus, mais on dirait que à la télévision, pour le mainstream, WWE, même en EW, on limite ça le plus qu'on peut, ce qui fait des fois des choses très bizarres parce que, par exemple, à la WWE, on va permettre à Rhea Ripley de donner des coups à un homme, mais on ne verra pas l'inverse. Et pour moi, ça, c'est encore plus illogique dans le contexte d'une histoire qu'on raconte que si on le permettait. Puis on l'a permis dans le passé avec Chyna, entre autres. Puis on lui a permis parce que Chyna avait un physique différent. Mais moi, je pense que Candice LeRae, qui est à la WWE en ce moment, qui est revenue récemment, elle s'est faite une réputation à LA, à PWG, à lutter contre des hommes. Puis c'était parmi les matchs que les fans aimaient le plus. Donc, tu sais, puis pourtant, Candice LeRae, si tu le regardes, elle fait 5 pieds 1 puis 115 livres, là, tu comprends? Elle est tout petite.
et elle était capable d'affronter. Il y a toujours une façon de raconter l'histoire aussi. Tu sais, si tu l'envoies, elle a fait 5-1, si tu l'envoies contre un gars de 6 pieds 2, mais il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Mais c'est correct, ça. C'est pas pire que Rémi Mysterio, qui ne peut pas faire tout comme s'il faisait 6 pieds 3. Tu sais, il y a toujours une logique derrière, et moi, je suis complètement pour. Merci beaucoup, Pat, pour ces mots sur la lutte féminine. Toujours un plaisir de te recevoir, mon ami. Toujours un plaisir, Marc. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée avant Noël au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. C'est drôle, à chaque fin de pub, tu reprends les derniers mots. Mais c'est une belle preuve qu'on est en direct, Marc. On est en direct? Ben oui. Là, présentement, il est quoi? Il est 19h et quelques lundi soir, là, donc... Mais vraiment, c'est très intéressant. À chaque fois qu'on a Pat Laprade sur un podcast, et le sien également, les antipodes de la lutte, c'est vraiment intéressant de l'entendre, Pat. Là, il est vraiment sur son X en ce moment, ça paraît. Puis il est son X pour mettre en valeur la lutte féminine. Ah oui, parce qu'il en parle avec passion, il y croit. Toi, as-tu déjà participé à plusieurs événements de lutte entièrement lutte féminine? Ah oui, tout à fait. Ben, j'avais participé à Femme Fatale, qui était d'ailleurs organisée par notre prochain invité, Lufisto. Donc, Lufisto, puis à ce moment-là, c'était Stéphane Bruyère. Donc, je m'en rappelle, j'étais dans l'échangeur Anjou à Montréal. Toi, tu étais échangiste? Ben, écoute, Marc... non, va pas là. On va pas là. Hein? Donc, mais dans l'échangeur en jeu, je m'en rappelle, c'était au moment qu'on avait des téléphones... Quand t'embarques sur l'autoroute, exactement. T'as eu peur, puis t'en allais à Toronto. Ah, non, c'est pas cette fois-là. Ah, là. Pas cette fois-là. C'était quasiment dans le même coin. Dans le fond, là... Oui, tout se passe là. Tu sais pas chauffer. Tu as le goût d'apprendre à conduire? Choisis l'école de conduite qui te simplifie la route. Avec Technique, tu te donnes les meilleures chances de réussir l'examen de la SAAQ. Exactement. Okay. Donc, j'ouvre le téléphone, c'est Stéphane Bruyère. Veux-tu annoncer Femme Fatale? Donc, l'annonceuse régulière qui était là avant moi, elle pouvait pas. Puis, j'ai dit, ben oui, carrément. Donc, j'étais le seul membre masculin de toute cette soirée-là. Les arbitres étaient féminins aussi? Les arbitres. Ça me surprendrait. Hey, ça se peut, je sais pas. Je pense qu'il y avait avait Dominique Fiorito, un des excellents arbitres au Québec, donc, qui était là. Donc, pas le seul. Arrête de vouloir c'est vrai, t'as raison. te mettre over. C'est vrai, t'as raison. Les arbitres étaient masculins. Puis moi également. Mais c'était vraiment, vraiment toi plaisant. Également? Oui, moi également. Toi, t'es masculin? C'est beau, un homme. C'est si beau, un homme. C'est surprenant, hein? Je pensais que tu étais non-genré. Hey, hein, je suis un yel. Mais non, pour vrai, j'ai adoré faire Femme Fatale du début jusqu'à la fin. Par contre, j'étais nerveux au début parce que, un peu comme toi, Marc, je connaissais pas 100% des lutteuses qui étaient sur le show, surtout que c'était des lutteuses indépendantes. Puis c'était Geneviève Lufisto qui faisait mes cartons. Donc, autrement dit, je les connaissais pas. Donc, il fallait qu'elle me dise le poids, la ville de provenance. Puis j'ai dit, Geneviève, trompe-toi pas dans l'entrée des lutteuses. C'est-à-dire, la première qui rentre, c'est la première sur mon carton. Parce que si je les connais pas au point de dire « OK, voici telle lutteuse », ça aurait pu être carrément quelqu'un d'autre. Ah, comme le tourneur à Simmanière. Give me a hell yeah! What? What? Ah oui? Ben moi, je m'étais organisé d'avance pour pas que ça se passe. C'est comme... Qu'est-ce qui est arrivé avec Michel? Ah,
longue histoire. OK. Donc, On a malheureusement pas assez de temps. mais sur Femme Fatale, ça, c'était le premier show. J'avais peur, mais à cause de ça, grâce à ça, je devrais dire, j'ai appris à connaître les lutteurs puis à partir du deuxième spectacle. Aucun problème, parce que les lutteuses m'ont marqué à partir de ce spectacle-là. Alors, on écoute l'entrevue avec la légende, cette grande dame de la lutte, Lufisto. Mon invité, et j'en suis très, très fier sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, Jen Lufisto. Je pense que la plupart des fans de lutte, tout le monde doit t'appeler Lufisto. Hein? C'est un nom qu'on entend depuis plusieurs années. Et Geneviève, je regardais une vieille cassette vidéo, TQS, 1997-98. J'ai mon sou de la WCW et il y a une entrevue qui embarque avec toi après dans le ring. Il me semble que tu étais bien en bleu pâle ou quelque chose du genre. Écoute, ça fait combien d'années? Puis là, moi, je veux que les auditeurs du CIM apprennent à connaître c'est qui la personne, la légende Lufisto. Fait que mon but, c'est pas de te vieillir puis de te pousser à la retraite, ça, c'est certain, OK? Fait combien d'années que tu luttes? J'ai célébré cette année 25 ans. Hey, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, en 2022, et si on recule de 25 ans, ça devait être un monde complètement différent de la lutte féminine. Complètement. Des fois, j'essaie d'expliquer à la nouvelle génération ce que c'était et on dirait qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de... c'était noir et blanc, totalement. La lutte féminine, quand moi je suis arrivée, premièrement, on n'était pas beaucoup et on était seulement des attractions. Et quand il n'y avait pas une autre fille, parce que ça arrivait souvent qu'on était la seule fille de la promotion, ben ils nous mettaient gérante. Puis ils ne voulaient pas qu'on lutte parce que lutter contre des hommes, c'était pas quelque chose qui était naturel, qui était accepté. On mélangeait beaucoup ça avec de la violence domestique qui est tellement pas la même chose. Aux États-Unis, il y avait eu les matchs avec Andy Kaufman. Il y avait eu quelques matchs, ce qu'on appelle aujourd'hui les intergenres. Mais à cette époque-là, c'était tellement mal vu. Puis aujourd'hui, si tu es la seule fille d'une fédération, c'est totalement le contraire. Souvent, tu es surprotégée, tu es mis de l'avant, tu es la fille de la promotion. C'est vraiment là, la route qui a été faite pour du point A au point B. Là, premièrement, ça a été une longue route. Ça a été difficile. Mais ça a fait que les sacrifices du passé ont fait qu'aujourd'hui, ben, la petite fille qui arrive et qui est toute seule dans son cours de lutte, c'est pas grave, elle va être prise comme un autre élève. Tandis que dans le temps, le but, c'était quasiment de nous décourager. Hey, je me suis fait battre. Je me suis fait battre, je me suis fait stretcher, je me suis fait dire à tous les jours que j'avais pas d'affaire d'un ring, que j'étais une tête enflée parce que je voulais me battre avec les hommes. C'était... oui, puis tu sais, aujourd'hui, on appellerait ça de l'abus physique, de l'abus psychologique, du bullying. Puis aujourd'hui, aussi, c'est ça, la fille qui arrive dans le cours de lutte, ben c'est un athlète à part entière, égale, tandis que moi, c'était comme, ben non, t'as pas d'affaires ici. Boy. Je voulais, tu sais, l'idée, premièrement, je suis mal à l'aise d'avoir attendu si longtemps pour faire on est rendu presque 88, 89, là, et c'est malaisant d'être rendu à un chiffre si haut pour avoir fait un épisode sur la lutte féminine et je m'en excuse, mais quand je suis allé avec Ansem, on est allé à Albany et je pensais te voir là en passant et que j'ai regardé la carte, j'ai fait, on a presque la balance presque exacte de combat féminin puis de combat masculin et la qualité. C'est là que ça m'a vraiment frappé de dire que, wow, on est loin de ce que c'était
ce que tu viens de nous décrire. Mais toi, qui t'a influencé? Comment le goût, qui est encore là 25 ans plus tard, a germé? Comment ça a commencé ton amour de la lutte ou ton questionnement? Ou ça partit de où? Ben, mon amour de la lutte commence avec ma grand-maman. Elle regardait la lutte, puis elle aimait Édouard Carpentier, elle aimait le géant. J'étais pas là à cette époque-là, mais elle m'en parlait. Puis, tu sais, à la TV, moi, c'était le temps de Hulk Hogan, du Ultimate Warrior, puis on le regardait un peu comme ça. Dans le temps, c'était, mon Dieu, ce qu'on appelait CF12, Maple Leaf Wrestling, je pense. Ben oui. Puis, c'était une fois par semaine, c'était les week-ends. Souvent, les week-ends, j'étais avec ma grand-mère. Moi, mon père est décédé assez jeune, donc ma mère, quand elle n'était pas disponible les week-ends parce qu'elle travaillait, elle était infirmière. Mais j'étais avec grand-maman. Fait qu'on regardait la lutte. Puis, tu sais, j'aimais ça, mais c'est pas là vraiment que j'ai embarqué. C'est vraiment plus vers l'âge, là, je dirais, de 14 ans. Moi, je jouais de la musique, j'étais dans un groupe. Puis, mon drummer, qui s'appelle Dave, il disait « Hey, t'as-tu vu le gars à la TV à la lutte? Il fait des j'ai le mot en anglais, casquettes, des combats de cercueil. Des cercueils, c'est ça. Puis il met ses adversaires dedans. Puis là, il est en feud avec un gros sumo du Japon. Puis là, bien sûr, il parlait de l'Undertaker. Fait que je me suis mis à regarder ça avec lui et j'ai été tellement accroché par le personnage. Ça sortait de l'ordinaire. Puis, comme j'ai dit, je jouais de la musique. Moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup de dessins. J'aimais le sport, j'aimais le football, j'aimais le hockey. Je jouais pas beaucoup. J'ai joué au baseball, j'ai joué au football. Seule fille de la ligue, comme de fait, si on t'aime. Mais je trouvais donc avec la lutte, peut-être que je le voyais pas quand j'étais jeune, mais à 14 ans, j'avais conscience que ça englobait pas mal tout ce que j'aimais. Il fallait que tu sois créatif avec ton personnage. Fallait que tu sois un acteur, fallait que tu sois un athlète, c'était vraiment tout ensemble, de l'artistique avec du sport, avec de la créativité, Fait que là, j'ai vraiment, mais vraiment accroché. Puis Undertaker, c'était mon idole. Hey, j'achetais on n'avait pas ça, les pay-per-view à Sorel. Fait que moi, je faisais venir des cassettes VHS. VHS, les jeunes vont dire que c'est ça aujourd'hui. Colosseum vidéo. De Colosseum vidéo, exactement, oui. Tu sais que si t'en avais même en français avec toi, Jean Brassard. S'il y en a qui te manquent, notre ami David Jouan, il y en a plein, là, lui. Oh oui, il y en avait plein. Je me faisais venir ça avec des chandails de leur fan club. Puis, tu sais, ça coûtait en américain, mais moi, je faisais mes petits gazons, je ramassais l'argent. Tu sais, j'étais vraiment fan, j'achetais tout de l'Undertaker. Mais on parle de 94. En même temps que 94, il est arrivé la rivalité Bull Nakano et Alundra Blaze. Et à travers ce match-là, j'ai découvert qu'il y avait de la lutte au Japon. Mon ami Luc Denoncourt, qui est aujourd'hui, mon Dieu, partout dans la radio, puis il a fait de l'annonce aussi dans les galas de lutte. Lui, il faisait venir des cassettes dans le temps. C'était peut-être Dave Mercer, je ne sais plus. Mais on faisait venir les J-Cup, les All Women Japan, le Smoky Mountain Wrestling. Fait qu'on regardait ça, on passait nos journées à regarder ça. Et c'est vraiment là que je me suis dit, j'aimerais faire ça. Wow. Parce que la lutte féminine à la TV, c'était... J'aimais beaucoup Sherry Martel, j'aimais beaucoup... Je m'en allais t'en parler, oui. Mais c'était tellement... C'était des gérantes qui luttaient une fois de temps en temps. Bien sûr, après, avec les années, j'ai su que, mettons, Sherry, elle a lutté beaucoup plus. Même Luna avait lutté contre des hommes, dont un dans une cage. Mais ça, j'ai su ça, tu sais, plus tard. C'est ça, j'ai accroché, puis je voulais être comme elle. Je voulais le feu qui démontrait. Puis je dis, mon Dieu, à l'époque, je pensais qu'il était meilleur que les Sherry, les Luna. Avec du recul, je sais juste que peut-être les opportunités n'étaient pas là pour ceux qui étaient en Amérique. Mais tu sais, c'est là. Bull Nakano, tout ça, puis j'ai jamais décroché. Puis puis je t'ai pas préparé à cette question-là, là. Si tu avais à me dire 5 moments, juste 5 dans ta carrière
qui serait là, sur ton board, là, dire les 5 moments les plus importants, c'est ceux-là, c'est arrivé où, c'est lesquels? Es-tu capable, à brûle pour point, de me donner ça? Je dirais, ben, le premier qui me vient en tête, c'est quand je suis devenue championne Ironman de la CZW. Comme je disais, les matchs femmes-hommes, c'était pas quelque chose. Il y a des gens qui pensent que ça a commencé dans les années 2000. Non, moi, j'en faisais depuis fin 97. Puis au Québec, que ce soit avec la ICW, la IWS, je luttais déjà contre des hommes. Mais c'est vraiment quand je suis allée à la CZW, qui était une grosse promotion qui faisait du hardcore, mais qui avait beaucoup de visibilité. Même si dans le temps, on n'avait pas les pay-per-view Internet ou des espèces de... Comme aujourd'hui, c'est facile, on a même des applications complètes pour aller voir de la lutte indépendante. Eux autres, c'était plus par le mot anglophone, tape trading. Puis, CZW était une des plus grosses indépendantes. Et le fait que je sois championne, ça a chialé. Mais ça l'a ouvert des portes que là, j'ai commencé à voir des filles un petit peu sur la côte ouest lutter contre des hommes. Un petit peu ici puis là. Je pense que c'est vraiment un moment important, que ce soit pour la lutte intergenre, mais aussi pour ma carrière, parce que ça a comme été... Hey, c'est qui, elle, cette petite Canadienne-là? Numéro 1, ça serait ça. 5, c'est pas évident. 3, on coupe à 3. Parle-moi d'un moment, une des premières fois que tu t'es retrouvé dans un autre pays. Il doit y avoir un moment important là-dedans, c'est certain. Le premier, quand je suis allé la première fois au Mexique, je reçois un courriel d'un promoteur qui me dit « J'aimerais ça que tu viennes montrer la lutte extrême aux filles d'ici. Ils en font un peu, mais c'est pas comme toi. » Puis, je dis « Ah, OK. » Tu sais, j'étais pas sûre. J'avais 22 ans. Jamais été au Mexique. Je ne parle pas espagnol. Puis, la première fois que je suis allée, le show a été cancellé. Fait que j'ai comme eu un voyage gratuit au Mexique. Mais j'ai découvert les coquerelles et là, j'ai appelé ma mère en pleurant. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a des bébites. Je suis allergique à la poussière, je suis allergique à des morsures de bébites, jusqu'à ce qu'il arrive qui me fait. En tout cas, la grosse panique. Ben, je suis retournée, puis ils m'ont rappelé pour retourner. Puis, c'était assez spécial parce qu'on était à l'extérieur, puis c'est des combats, trois tombées là-bas. C'est des 2 de 3 tout le temps quasiment, à part qu'ils appellent ça American Style, que c'est juste ça. Donc, j'étais à l'extérieur, ils m'ont mis en finale. Il devait faire 45 degrés à l'extérieur, c'était incroyable. J'étais contre 2 vétérantes avec une Américaine qui était venue avec moi. Puis, durant le match, on se faisait brasser, là, puis ce qu'on avait comme planifié du mieux qu'on pouvait sans avoir le même langage. Aussi, au Mexique, ils travaillent de l'autre côté. Ici, on va faire les prises sur le bras gauche. Là-bas, c'est le bras droit. Fait que c'était de s'ajuster. Puis moi, dans le match, je me suis fâchée et j'ai commencé à tapocher. Puis je me suis dit, hey, je vais prendre le dessus. Je vais prendre le dessus, puis tu sais, je me ferai pas brasser de même. Puis quand je suis arrivé en arrière, ils m'ont serré dans leurs bras, puis hey, ils m'ont offert de la bière, puis tout ça, parce que là, je leur avais montré que j'étais une vraie. Mais là-bas, pendant le match, j'étais juste fâchée. Je comprenais pas ce qui se passait. Mais au Mexique, c'est là, on avait parlé un peu dans ton podcast justement sur le Mexique. Ouais. C'est une tradition. Il y a un respect à ça. C'est sûr que mon premier match au Mexique me fait voir que dans d'autres pays, la lutte est sur un autre pied, était sur un piédestal. C'est autre chose. Fait que c'est sûr que ce moment-là, pour moi, est important parce que j'ai comme fait OK. La lutte américaine, la lutte d'ailleurs, pas pareil. Un autre qui est important, mon premier match au Japon, c'était un rêve devenu réalité. En plus,
aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont au Japon parce qu'ils se payent un avion puis ils vont le faire au Japon. Dans le temps, il fallait envoyer nos VHS, nos photos, il fallait être choisi. Donc, moi, j'avais été choisi pour y aller. Puis quand mon premier match, c'était au fameux Korakuen Hall, qui est une des salles les plus importantes au Japon. Et ça avait bien été, j'avais une bonne réaction. Les fameux, tu sais, puis ils répondent pas de la même façon. Non. C'est pas... fait que ça, c'était spécial. Tu m'en avais demandé 5, je vais peut-être pouvoir t'en donner 5. Ceux-là, c'est important. Moi, il y en a un. J'ai une autre question, en tout cas. Je ne sais pas si ça va dans ton top 5, mais ton combat le plus satisfaisant, est-ce que c'est le premier que tu m'as conté ou si tu as affronté quelqu'un, une légende ou quelque chose, ou si tu préfères y aller dans un autre top 5? Là? Moi, ben, je sais pas si j'ai un combat le plus satisfaisant mais c'est sûr que celui avec Josh Alexander que j'ai eu en 2019. Josh Alexander, je crois que c'est probablement le meilleur lutteur canadien qu'il y a jamais eu. C'est une machine. Quand le match a été annoncé, moi, je m'en allais vers ma retraite. J'étais décidé, 2019, c'était la dernière. Ce match-là arrive. Puis, je me dis, je ne serais pas capable de suivre. Ça ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que tu le voyais trop de haut? Oui. Ou dans ta... Je vais dire, à cette époque-là, dans ma tête, je ne l'avais plus. Quand j'ai voulu prendre ma retraite en 2019, j'étais pas dans une bonne passe, je dirais. J'étais tanné de la lutte, j'étais tanné d'avoir mal, j'étais... avec du recul, tu sais, quand je disais que les années n'ont pas été faciles, puis tu sais, aujourd'hui, de voir les filles, je me dis, mon Dieu, que c'est facile, tu sais. Tu regardes avec du recul, tu sais, tu t'es fait battre, tu t'es fait, tu sais, dans le vestiaire, je me suis fait taponner, je me suis fait des fausses rumeurs, des fausses promesses. J'imagine. Souvent, j'ai été sur le bord de la porte. Tu sais, tout le monde me demande pourquoi tu n'es pas signé, Le nombre de fois que j'ai eu le pied dans la porte et que je me suis fait fermer dans la face, mentalement, là, ça vient que c'est pesant, puis c'est dur, puis même si je le sais, tu sais, que quelqu'un m'aime pas, que quelqu'un veut pas que je vole sa job, c'est des choses que je contrôle pas. Non. Il y a même Alan Blaze qui m'avait dit, tu sais, être trop bonne, ça existe, ça te dérange. Puis moi, j'avais dit, ben, je suis pas trop bonne, je fais juste du mieux que je peux, puis je donne mon 100%. Elle dit, ben, tu fais travailler les autres fort, puis ça te passe pas pour certains. Ah, boy! Là, j'étais comme... J'avais de la misère à comprendre ça, puis après m'avoir fait dire ça, c'est ça, j'ai travaillé fort toute ma vie pour me faire dire que j'aurais pas dû. Mais c'était comme, je me posais plein de questions de même qui peut-être font pas de sens aux gens, mais c'était trop d'affaires en même temps. Puis, avec Josh Alexander, quand le match est arrivé, je m'en allais vers ma retraite, je disais, mon genou est fini, puis mon médecin me l'avait dit, puis l'affaire, c'est que j'étais en train de perdre du poids, puis le genou est en train de revenir, mais je me disais, non, c'est fini, puis je l'ai plus, puis je suis gay, puis je me le fais rappeler, tu sais. Booker des jeunes filles jolies avant l'expérience, ça existe dans la lutte. Il y a beaucoup d'âgistes dans la lutte. Puis de ne pas me faire booker parce que j'ai un prix plus haut, parce que j'ai de l'expérience, puis parce que justement, je ne suis pas jeune, ça existe au Québec, ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Fait que c'est encore quelque chose de pesant. Puis je dis, je vais faire ce match-là, je vais faire du mieux que je peux. Puis... Et là, on fait le match, la foule est debout. Puis où avait lieu ce match? C'était où? C'était à C4 à Ottawa. OK. Fait que Josh Alexander me bat. Je suis dans le milieu du ring et il quitte. Je fais juste me lever et là, la foule au complet se lève. Wow. J'entends, c'est des... Hey, j'enchaîne de poule. J'ai des motons quand j'y repense parce que là, ils se sont levés. Après, ils se sont tous avancés vers le ring, se sont mis à frapper sur le ring.
Et j'ai réalisé à ce moment-là que, premièrement, j'aimais encore ça. J'ai toujours dit, pour moi, la lutte, c'est pas une passion, c'est une vocation. J'ai toujours travaillé à ce que les choses soient mieux pour les femmes dans la lutte, que ce soit me battre en cours, me battre contre des promoteurs, frapper des lutteurs, me battre pour vrai, là, pour prouver que j'étais capable, me faire casser le nez plusieurs fois et me relever parce que je voulais leur montrer que non, vous ne me sortirez pas d'ici. Puis pour ce court moment-là, je me suis dit que peut-être que ça avait été, tu sais, que ça avait valu la peine parce que les choses ont vraiment changé aujourd'hui et on n'était pas beaucoup à se battre comme ça. Puis je suis retourné en arrière et le promoteur, Marc, me dit, il dit, puis ça a bien été. Et moi, de lui dire, ben, je dis, peut-être je l'ai encore. Il dit, non, non, il dit, tu ne l'as jamais perdu. Je pensais juste que c'était le cas. Wow! Ouais. Wow! Fait que ce moment-là, pour moi, c'est un pivot parce que c'est un peu là que je me suis dit, pourquoi prendre ma retraite? Si je suis encore capable de faire ça et de créer tant d'émotions que les gens se lèvent debout, tu sais, Ben oui. T'as ta réponse arrête pas. drette là. Ben Ouais, j'avais comme ma réponse. Puis en plus, dans le même moment, tu sais, ça s'est passé tellement vite. Il y a eu ce match-là, j'ai revu mon médecin qui me dit, t'as perdu du poids? Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, ben, je me suis entraîné, j'ai pris soin de moi. Ben, il dit, t'es correct. Il dit, continue à faire ce que tu fais. Là, j'ai dit, pardon. Je dis, vous m'avez dit, tu sais, finir la lutte. Il dit, non. Il dit, donne-toi des breaks. Il dit, je vois pas pourquoi t'arrêterais. Il dit, ton genou peut pas être pire que ça. Moi, mais il dérange pas. Il dit, quand t'auras 65 ans, tu te le feras remplacer, puis ça finit là. Mais il dit, là, pourquoi pas? Là, j'étais dans ma voiture et j'étais tellement confuse. Là, il y avait eu le match avec Alexander, il y avait eu ça. Et là, je m'en vais en Allemagne et je remporte le tournoi qui appelle Femme Fatale. Je suis la première Canadienne à l'avoir. L'année passée, mais l'année d'avant, en fait, je m'étais rendue en finale. J'avais battu Toni Storm, Killer Kelly et Meiko Satomura, qui les trois ont des contrats aujourd'hui. Puis, c'est ça a été 3 choses assez vite. Puis, pour venir à ce tournoi-là, le promoteur me dit, après, il dit, prends le micro, puis il dit, parle avec ton cœur. Il dit, je pense que tu as encore quelques années. Puis là, c'est là que j'ai annoncé officiellement que non, je n'allais pas prendre ma retraite parce que si je suis capable de passer par un tournoi complet, si je suis capable de faire des matchs de fou, tout, puis j'aime ça. Je vais continuer. Fait que, tu sais, 5 moments, il y avait ces 5-là. Comment que tu te sens quand que des lutteuses disent que Lufisto a été une inspiration pour elles? Ben, ça me démontre que c'est ça, les coups de poing d'en face, les nez cassés, les jambettes. Les jambettes, oui. Tu sais, ils ont donné quelque chose parce que j'ai été capable de passer ma passion à d'autres filles. Puis que moi, je l'ai faite, puis que d'autres filles l'aient faite, tu sais, qu'on a tenu le coup, puis on a tenu le bateau qui était pas fort, puis que le bateau, qu'on était juste des attractions, puis qu'on avait des matchs de 2 minutes, puis, tu sais, le fait aujourd'hui, la lutte féminine et pour venir à Impact, tu sais, que les femmes sont souvent le meilleur combat de la soirée. Ça arrive souvent, que ce soit dans les indépendantes, Impact ou même... des fois, je regarde les pay-per-views de la WWE, tu sais, le match à Bianca Belair, c'est le meilleur. Puis, tu vois que les sacrifices ont donné quelque chose. Des fois, ça fait de la peine que j'ai l'impression que j'ai pas l'impression de vraiment... comment je peux dire ça? Les fruits que ça a apporté, je les récolte pas vraiment parce que j'ai plus de temps de fête qu'il m'en reste. Puis avec l'âgisme, puis avec c'est ça, toutes ces choses-là, ça fait que j'ai payé tellement un prix cher que
j'ai pas que je m'attends à des fleurs et tout, mais tu sais, la reconnaissance à un moment donné, c'est que oui, c'est important parce que le prix que payé a été tel, comme tu sais, je répète souvent les mêmes choses, mais le prix payé pour que la lutte féminine arrive à ça a été très cher pour certaines d'entre nous, dont moi. Puis, tu sais, mais j'essaie d'être positive et de dire, mon but, c'était de changer les choses. Les choses aujourd'hui sont totalement changées. Fait que ma job, quelque part, je l'ai faite. Je paye malheureusement pas mes billes avec la lutte, ce qui aurait été mon plus beau souhait. J'aurais aimé ça, travailler dans la lutte, que ce soit n'importe quelle agente, booker, lutteuse. J'aime tout de la lutte. Comme je disais tantôt, ça revient à pourquoi je me suis accroché. La lutte, c'est artistique, c'est un sport, c'est du voyage aussi. Tu vois le monde. J'ai vu le monde. Souvent, j'ai vu le monde, puis j'ai pas payé pour mes avions. Moi, tu sais, on m'amenait, puis on m'amène encore. Puis, tu sais, c'est ça. Il y a un petit peu, je veux pas dire de l'amertume parce que je suis pas amère. Mais on le sent qu'il Je suis pas amère, mais ça fait mal quelque part. Ça aurait pu être plus facile, puis ça aurait pu être plus gratifiant. Oui, ou au moins si j'avais atteint mon but d'avoir un emploi dans ce domaine-là qui était mon emploi de rêve. Puis comme je dis, ça n'a même pas besoin d'être lutteuse. Ou des fois, tu sais, c'est frustrant. Tu regardes la TV, tu vois des matchs qui sont pas très bons, puis tu viens d'avoir un match de 25 minutes que les gens étaient debout. Ou que ce qui me fâche ces temps-ci, c'est que je vois souvent des matchs mal montés, mal bookés. Et là, c'est même pas par rapport aux deux filles qui sont dans le ring, c'est en arrière. C'est ça. Je me dis, mon Dieu, s'il y avait des femmes qui runneraient cette maudite division-là, qui ont su c'était quoi, la misère, ça serait fait autrement. Mais non, ils vont y aller avec les gens qui connaissent, l'ami de, la blonde de, c'est beaucoup, tu sais, qui tu connais. Ouais. Puis il y a tellement de gens sur la lutte indépendante qui pourraient donner. Pourquoi Mercedes Martinez était All Elite et qu'elle n'est pas dans un rôle ça me... Tu sais, moi, j'étais allé pour coach. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas mon histoire à AEW. J'étais allé pour coach. Je me suis retrouvée dans un match où j'étais la seule femme qui n'était pas signée. Tout était contre moi. Puis, j'ai même pas pu rencontrer Tony Khan quand c'était supposé d'être ça. Puis, j'ai su quelques semaines après qu'il avait engagé quelqu'un d'autre comme coach. J'ai même pas eu la chance de faire de quoi. Mais d'un autre côté, je voyais des filles qui sont haut placées, qui veulent pas se faire tasser, qui veulent pas se faire dire quoi faire, puis que j'ai carrément vu aller parler dans mon dos. Et j'ai vu les autres, des plus jeunes, me dire « Mon Dieu, t'es ici, on a besoin de toi. » J'ai vu les deux extrêmes. Mais on dirait que je le savais. Je dis « Ils me rappelleront pas parce que une telle, qui sont lutteuses, qui sont même pas... » Ils savent que moi, quand ça fait pas, je vais le dire, je vais bouger les choses, puis ils ont un statu quo qui veulent pas bouger. Puis malheureusement, tant que il n'y aura pas quelqu'un qui, en bon québécois, va aller, brasser de la merde, la division sera jamais bonne et va continuer à avoir des... J'ai jamais vu autant de blessés dans une même division en si peu de temps et c'est triste parce qu'il y a beaucoup de talent. Puis, il y a quelque chose à faire. Mais bon, au mois d'avril, je disais à mon conjoint que ça allait péter en arrière. Et quelques mois plus tard, j'ai eu raison. Je parle de la division féminine, mais c'était plus que ça. C'est l'atmosphère backstage. Puis là, j'étais comme, mais mon Dieu, des fois, tu sais, je suis bien dans mes... Autant que je voudrais travailler en haut, des fois, je suis bien dans mes indépendantes où je choisis mes places, je choisis mon salaire, je choisis ce que je peux faire, je peux dire oui ou non. Puis, je suis pas dans une bulle.
Mon Dieu, les gens vont penser que je déteste Non, l'Amérique, là, en mais tout cas, non, moi, je trouve ça je te désolant. comprends. Puis, Ouais. mais tantôt, tu as dit de quoi, Jen? Puis, il y a des choses que tu contrôles pas. Non. Puis, ce que tu contrôles, ben, c'est ça. C'est ça qui est l'essence. Puis, c'est ça qu'avec quoi tu carbures. Ce que tu. Tu sais, on a tous vécu ça, moi, quand WWE est arrivé à TVA Sport, je pensais bien d'être là, tu sais. On a tous vécu ça de certains niveaux. Puis les gens qui nous écoutent au travail, il y a eu une opportunité, ils pensaient que était dû à eux autres, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a eu. Mais c'est ça la vie. Ce qu'on contrôle, on essaie de le faire le mieux qu'on peut. Et je vois le temps filer. Je veux que tu me parles du temple de la renommée en terminant. Le temple de la renommée, ben moi, je suis assez choyée parce que, tu sais, j'ai peut-être pas de contrat, mais j'ai été introduite dans 7 temples de la renommée en 25 ans et je suis encore active. J'ai eu le temple de la renommée de la ALF, qui était la première promotion féminine au Québec. Je suis dans le temple de la NSPW à Québec. J'étais la première femme à avoir leur championnat masculin, qui est un autre moment vraiment important dans ma carrière. Je suis dans le fame de la CZW, justement. Puis, le plus important récemment aussi, c'est ça, c'est le temple de la renommée de la lutte indépendante. 2022 était une grosse année pour moi. C'est une année importante. C'est une année que j'ai été la première femme dans le tournoi en Allemagne, le 16 Carat. Puis, c'est ça, non seulement je suis dans la première cuvée du temple de la renommée de la lutte indépendante, je suis la première femme, la seule Canadienne. C'est vraiment, vraiment gros. Je m'y attendais pas. Ça a été vraiment une belle surprise. Puis, mes plaques, je les ai sur le mur, je les regarde en parlant. Puis, c'est une fierté parce que ça montre justement le travail assidu, les sacrifices, le fait que j'ai changé quelque chose puis que je dois être fier de ça. Le contrat est le fun, il te donne de l'argent, il te donne de la notoriété, mais quand tu arrives à un temple de la renommée, c'est parce que tu as fait beaucoup plus que ça. Tu as fait que ton sport, moi, j'ai toujours appelé ça un sport, là, parce que je trouve que ça devrait être vu avec autant d'importance. Pas que l'entertainment, elle l'est pas, mais il y a tellement de blessures dans la lutte. Puis, mais au moins, ils mettent sport-spectacle. Oui, au moins. Ils mettent le mot sport avant. Oui, c'est ça. Au moins, le sport est en premier. Parce que les blessures, puis le voyagement, puis tout, c'est comme le Canadien de Montréal, mais en plus, il faut être un bon acteur, puis il faut, les costumes, puis tout, on n'arrive pas, puis on a juste enfilé notre jersey, nos patins. Bon, l'équipement, c'est quelque chose, là, on s'entend, là, mais mon Dieu, encore, il y a 2 semaines, encore des dépenses, puis toujours se rafraîchir, puis avec 25 ans, c'est toujours de rester unique, d'avoir des nouveaux costumes, ces temps-ci, je travaille fort à rester en forme, puis que même qu'à 42 ans, ben, je peux être fier de ce que j'ai de l'air. Je viens de perdre 25 livres. J'ai jamais, mes combats dernièrement, souvent on me dit que c'est un des meilleurs de la carte. J'ai une grande fierté là-dedans. Ça va avec justement le temple de la renommée, c'est que je prends jamais de journée off, que je sois contre n'importe qui. Je vais m'adapter à la foule qui est là. Je vais raconter une histoire. Les gens vont voir différentes sortes de matchs de moi. S'il y a plus d'enfants dans la foule, je vais lutter d'une façon différente que si je vais dans une place comme exemple C4 qui sont habitués à des matchs plus intenses, plus, je dirais, du style de lutte d'aujourd'hui, tu sais. Quand tu vas dans le ring, que tu luttes tout le temps contre le même monde, quand tu as des adversaires qui te surprotègent, tu ne sors jamais de ta zone de confort. Oui, tu as un mérite à faire des bons matchs, mais tu es dans la même
tu sais, t'as pas de défi. C'est la même chose à toutes les semaines ou à tous les mois, dépendamment comment fois tu luttes par mois. Puis, tu sais, dans mon cas, moi, non, je voyage, je vais partout. Je dors encore dans ma voiture des fois. L'entraînement au gym, la diète, tu sais, je prends tout. On m'a souvent dit que je prenais trop ça au sérieux, mais je pense que les gens payent pour venir voir de la lutte. Ben, nous autres ici, il faut qu'on offre quelque chose qui va faire qu'ils vont en avoir pour leur argent. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la lutte pour. Là, je m'excuse, la réponse est longue pour une petite question, mais il y a beaucoup de gens qui viennent à la lutte se changer leurs idées, crier, sortir leurs méchants. La plus belle preuve de ça, c'est que depuis, avec le COVID, tout a été fermé, dont les salles de lutte. Et depuis qu'on est revenu, les foules sont, je pourrais même dire, gigantesques par rapport à ce que c'était pour la lutte indépendante. Le monde a soif de lutte, on a soif de se défouler, on a soif de voir des gens. Puis, étant lutteur, c'est quelque chose qu'on peut leur offrir. Et c'est un cadeau pour eux, c'est un cadeau autant pour nous qui a le privilège de monter dans un ring. Moi, en tout cas, je suis extrêmement... merci aux promoteurs qui me laissent monter dans leur ring. C'est un honneur à chaque fois. Puis je veux toujours donner mon meilleur. Puis si vous engagez le Fisto, il n'y aura jamais de journée off. Je vais vous donner tout ce que j'ai. Que je sois malade, que je file pas, que ce soit quoi que ce soit. Jen, faut que je te coupe parce qu'il nous reste moins. Non, c'est parce que Zoom, c'est 30 minutes, puis il reste à peu près 40 secondes. Je dois te dire un bravo, félicitations, un énorme merci, puis on va faire quelque chose d'autre dans le futur. Un gros merci, Lufisto. Très apprécié. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les 4 voyages d'Impact Wrestling. D'être près du ring pour nous et décrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. Sim.shop. Faire comme Jean-François Kelly. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, l'entrevue avec Lufisto. C'est incroyable comment elle a des histoires à raconter. Très intéressant. Maintenant, on va faire une entrevue avec une lutteuse qui vient du Texas. Elle est championne knockout à Impact Wrestling. Et bien sûr, je vais faire la traduction en même temps que l'entrevue en anglais d'une personne. Et c'est drôle parce que les deux lutteuses, autant le Fisto que Jordynne Grace, se connaissent très bien. Alors, on écoute ça à l'instant. Notre invité sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, on en a parlé. Jordynne Grace, qui est la championne knockout d'Impact Wrestling, et Jordynne qui a tout gagné avec Impact Wrestling. Welcome to my podcast, Jordynne. Yeah, thank you so much for having me. Are you in Texas presently? No, I actually live in Atlanta right now with my husband. He's from here, so we live here now. We will be visiting Atlanta shortly for Art to Kill. This is coming early next year. Yes, thankfully I only have to drive a short distance for that one. That's fun, that's fun. Alors, je demandais à Jordynne si elle était au Texas parce qu'elle vient de Austin, au Texas, et elle dit non, je suis avec mon époux et on demeure près d'Atlanta où on sera, Ansem et moi, pour faire Art to Kill. Jordynne, I told you before we start recording, we did quite a huge interview with Lufisto and regarding women's wrestling. And the idea I had, it's our 88 podcast. I know it's late, 88. It's a big number, and I should have talked women wrestling earlier. That I know. But when we did Bound for Glory, I was there live beside the ring with my partner, Ansem JF. And
the card, it was almost half and half, women's wrestling and men's wrestling, and I was really impressed. I started in wrestling as an interviewer in the 80s, and it was totally different. What do you remember of the early days of women wrestling if you compare with today? I remember that there was one match, maybe, if that was even going to happen at all. It's very male dominant. And I also remember that the match was normally very, very short. We didn't get a lot of time. Comme je demande à Jordan, qu'est-ce qu'elle se souvient de la lutte féminine dans le temps comparativement qu'aujourd'hui? Elle dit qu'il y avait un match si le match avait lieu et puis il ne nous donnait pas grand temps. It's incredible how things have changed and for all the lady wrestlers, women's wrestlers today, it is a lot fun that we give you the opportunity and that you can give us some great matches. It must be fun. It is very fun. Very blessed that Impact Wrestling gives us the opportunities that they give us for sure. Alors, je dis à Jordan que, à comparer dans le temps, aujourd'hui, on leur donne l'opportunité, c'est plaisant. Et en plus, c'est que ces lutteuses nous le redonnent avec des combats qui sont vraiment incroyables. If we talk a bit about your career, Jordan, you've been wrestling for more than 12 years. And with Impact, you won every belt that was offered to you, the digital belt, Knockouts Tag Team, Knockout Champion. What's the future for Jordan Grace? Well, I've said this before, and I'll say it again to you guys, but my goal is to be the first person to hold every belt at Impact Wrestling. So eventually I would love to hold the X Division title and also the world title. That's my big dream. It is a big dream, and it should be really something special. And we hope that you'll be able to get those belts missing in your collection. Je lui demande, c'est quoi ses buts? Parce qu'elle a été championne, elle est championne knockout. Elle a été championne knockout par équipe. Elle a été ce qu'on appelle les médias championne digital media. Et elle dit, je le dis à toi, je l'ai dit à d'autres, ce qui est mon rêve, c'est de gagner toutes les ceintures, donc Division X et celle de champion du monde de Impact Wrestling. Jordan, when we were doing the interview with Lufisto, she told us that you two were partners for a bit of time together, right? Yeah, we were tag team partners for a little while. She sent me a match from Toronto where you were against each other, and I watched that match. That was quite impressive. Thank you. Every time we get in the ring together, we definitely beat each other up. Alors, je lui disais que quand j'ai fait l'entrevue avec Lufisto, elle m'a dit qu'elle avait été partenaire avec Jordan Grace et que j'avais reçu une vidéo. D'ailleurs, on va le montrer. C'est un combat à Toronto entre les deux. Jordan, I don't know if it bugs you if we talk about your impressive physique. You must work so hard. And did you start as a power lifter? I'm not sure what you mean by start, but I have done powerlifting and wrestling simultaneously in the past before, yes. Oh, you were able to do the two together. Wow. Yes, I was. I actually have not been powerlifting this past year, though, because it proved to be kind of a bad idea. Just the wear and tear from training for powerlifting and competing, and then also wrestling every single weekend was just really breaking my body down very slowly. So I haven't been able to do powerlifting in about a year because I just decided to choose wrestling over it. It's how I make my money. It's how I make my living. So I just kind of had to put it in the back seat for a little while.
ceux qui ont vu des photos de Jordan, elle a un physique qui est vraiment incroyable, en puissance. Et je lui ai demandé si au début, elle avait commencé en faisant de l'haltérophilie. Et ce qu'elle me dit, c'est que non, elle faisait ça en même temps qu'elle luttait. Alors, elle faisait les deux et depuis 1 an, elle a arrêté parce que son corps pouvait plus suivre et maintenant sa vie est 100% du côté de la lutte. Finally, Jordan, what can we expect in the next years for women wrestling? Intergender is more and more popular. What could be a big change, or if we just follow and we continue to give the woman more space in the ring? I definitely think the more opportunities that women are given, the better we're going to get in general. I think the reason that women's wrestling is kind of so far behind men's wrestling is just because we haven't been given those opportunities in the past. And the more time we have to put in the work and to show that we can actually main event shows, I think, especially at Impact Wrestling, you're going to see eventually, if it's not me, there is definitely going to be another woman who's going to be a world champ there. Alors, je demande en terminant à Jordan Grace, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la lutte féminine dans le futur? Puis elle dit le mot opportunité. Si ces dames ont l'opportunité qui s'offre à elles, si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre qui va devenir champion du monde à Impact Wrestling. Jordan, thank you very much for your time today on my podcast. I really appreciate it. And I look forward to meet you in person in Atlanta on Friday, January the 13th. For sure. Thank you so much for having me again. I appreciate it. Thank you. Bye-bye. Bye. Have a good one. Ça se lit tout seul. Joe Deroy. Relaxant et amusant. Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant. Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte. Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant pour la recevoir avant Noël. Hey, très bonne entrevue, mon Marc. Ben merci. Écoute, je le savais pas, ben, tu l'as dit tantôt, une très grande amie à Lufisto. Là. Donc, je le répète, Lufisto, informez-vous sur elle. Là, elle gagne à être connue et on la prend trop pour acquis au Québec, je trouve. Et je vais demander à notre ami David. Lufisto m'a envoyé un combat qu'elle a fait, je pense, à Toronto, où elle affronte Jordan Grace. Tout un combat. Alors, on va mettre le lien sur le groupe Facebook, ceux qui veulent voir ce combat-là entre les deux. Wow! Puis Jordan est championne à Impact Wrestling. Qu'est-ce qui se passe de ton côté avec Impact Wrestling? Je pense que tu as le goût d'aller faire les commentaires ringside à Atlanta. Écoute, tu peux pas comparer, tu le sais, Jean-François, être dans un sol... Ouais. Tout seul, chez nous, à Blainville, avec Handsome, même s'il est en chest. Et être aux abords du ring, c'est deux mondes. Mais la question qui te tue, est-ce qu'il va y avoir une chemise différente? Et il essaie d'avoir un veston. Là. Il a dit qu'après l'Halloween, il essaierait de trouver un veston en forme de... Pas en forme, mais aux couleurs des animaux moustachus. Mais c'est quand le prochain pay-per-view? C'est quoi le nom? C'est Hard to Kill. Ouais. C'est vendredi 13 janvier, puis c'est à Atlanta. OK, ils ont une habitude maintenant, les vendredis maintenant, Impact Wrestling. Le dernier, c'était vendredi, d'ailleurs. Okay, vendredi 13. Oui, puis tranquillement, ils parlent de venir à Montréal. Ah oui, ouais. Ça c'est bon ça. Donc, il y a quand même beaucoup de belles salles. Il y a l'Auditorium de Verdun, le Centre Pierre-Charbonneau. Il y en a plusieurs. Ouais. C'était où déjà qui sont venus ici à Montréal? C'était le Centre... Claude Robillard. Claude Robillard. En 2012. Oui, vraiment une belle place. Vraiment une belle place. Donc, on le souhaite. Donc, il y a des billets de hockey à gagner si vous voulez, en tant que fan, financer le voyage. Si vous avez reçu une invitation, parce qu'on
On n'ouvre pas ça à tout le monde. Là. Il en reste, je sais même pas s'il en reste quelques-uns. Là. OK. Fait que c'est juste notre petit groupe, le petit pool qu'on s'est fait pour nous aider à payer notre voyage. Je pense que c'est quoi, 30 $ pour avoir la chance d'aller au Centre Bell voir le Canadien de Montréal. Exact. Donc, Canadien contre les Blackhawks de Chicago. Exact. Ça, là, moi, c'est mon club. Là. Moi, ça a été mon club quand j'étais jeune. J'adorais le logo, principalement à cause de ça. Chandail rouge. Chandail rouge. J'étais fâché, par contre, quand Chris Chelios était là. Je me disais tout le temps, je peux pas croire qu'on l'avait à Montréal. Maintenant, il est rendu là. Tu vois comment que les générations sont différentes. Moi, c'est Stan Mikita, Dennis Hall, Bob Hall, Eric Nestorenko, Pierre Pilote, Glenn Hall, on n'est pas dans la même génération. Dans deux mondes. Hein? Puis là, maintenant, les plus jeunes qui m'entendent parler de Chris Chelios disent « Chris qui? Comment ça? C'est quoi? » Donc, vraiment, là, on est vraiment dans plusieurs générations aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Chris Chelios, c'est pas lui qui a inventé les céréales. Et bye-bye! Les Cheerios au miel et aux noix, évidemment. La semaine prochaine, 89, Jean-François va parler des livres sur la lutte. Oui, mais t'en as perdu pas mal, toi, je pense. Hein? Pardon? Des livres, t'en as perdu pas mal, je pense. Oh, pas tant que ça. J'en regagne. OK. J'en regagne, j'en perds. C'est un yo-yo, moi. Mais c'est pas les mêmes livres qu'on va parler. Lesquels? On va parler des bouquins sur la lutte avec des invités fort intéressants. La semaine prochaine, ça va être l'épisode numéro 89. Oui, monsieur, et j'ai très hâte d'y être. Donc, c'est un rendez-vous. Comment on dit ça déjà, Marc? Soyez-y, mesdames, messieurs.